Je sais que j'ai grandi en pensant souvent que l'environnement c'est un enjeu pour les personnes blanches parce que c'est un enjeu de riche, c'est un enjeu que quand t'as le temps de te poser, quand t'as la paix de qu'on te traite pas d'une certaine manière, ben là t'as le temps de prendre soin de quelque chose qui est extérieur à soi. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'environnement au Canada, un podcast sur l'environnement au Canada réalisé par Sierra Club Canada. Je suis Diamond Yaw, votre animatrice de podcast francophone à Sierra Club Canada. Aujourd'hui, je discute avec Lourdeny Jean, une jeune environnementaliste qui travaille sur les questions de justice sociale et les enjeux environnementaux. Elle a fondé l'organisme L'environnement, c'est intersectionnel en 2019. L'organisme met en lumière les liens entre les luttes de justice sociale et les luttes environnementales et milite pour les personnes qui sont le plus marginalisées par la crise climatique. Nous discuterons de l'intersectionnalité au sein du mouvement environnemental. Nous parlerons également de comment on peut créer un mouvement écologiste qui inclut réellement tout le monde et qui ne laisse personne derrière. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez agir en faveur de l'environnement sur notre site web sierraclub.ca. Nous avons beaucoup de pétitions, d'autres actions, d'événements et des mises à jour régulières auxquelles vous pouvez vous inscrire sur la page d'accueil. Vous pouvez également trouver Sierra Club Canada sur les réseaux sociaux et vous pouvez écouter l'environnement au Canada sur Harbinger Media Network, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio et YouTube et partout où vous pouvez trouver vos podcasts habituellement. Ce podcast est également diffusé sur CKUT Broadcast Radio à Montréal au 90.3 FM toutes les 2 semaines. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner pour recevoir leur dernier épisode. Bonjour Lourdeny et bienvenue au podcast d'environnement au Canada. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour notre auditoire? Oui, bonjour, merci de me recevoir. Dans le fond, moi, je m'appelle Lourdeny Jean, je suis la fondatrice de la plateforme L'environnement, c'est intersectionnel. Puis là, dans le fond, c'est me présenter moi, c'est ça. Oui, dans le fond, moi, je suis une organisatrice communautaire depuis environ 8 ans. Donc, mon parcours dans le secteur communautaire a commencé... j'ai commencé à m'intéresser aux enjeux sociaux à travers mon parcours académique. Donc, j'ai étudié en sciences humaines. C'est là que j'ai commencé à avoir des cours de sociologie, puis ça m'a comme vraiment éclairé sur le vocabulaire qui existe dans le fond pour décrire les enjeux sociaux, puis plusieurs de mes réalités. Fait que de là étant, j'ai commencé à travailler dans le secteur communautaire à travers pour plusieurs enjeux, que ce soit l'éducation sexuelle, des enjeux de personnes en situation de handicap, etc. Puis c'est ça, à partir de là, j'ai vraiment grandi dans mes connaissances sur les terrains, comment appliquer la justice à différentes échelles. Puis à partir de là, c'est là que j'ai comme voulu plus faire le lien avec les enjeux environnementaux. Fait que j'ai fondé l'environnement intersectionnel en 2019. Puis un autre côté là qui anime beaucoup, puis qui fait beaucoup partie de ce que je crée aussi, c'est mon côté artistique. Donc, je suis aussi autrice, comédienne, chanteuse et artiste visuelle. Oui, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce que tu as commencé l'environnement, c'est intersectionnel? Oui, ben c'est ça. Comme je te disais, j'ai commencé d'abord à m'intéresser surtout aux enjeux sociaux. Donc, c'est vrai que ça a été un peu plus lent, entre guillemets, pour moi de faire les ponts entre enjeux sociaux et enjeux environnementaux. Mais je dis souvent que l'ECI, c'est comme ça là que je raccourcis l'environnement c'est intersectionnel. Donc, je dis souvent que l'ECI, c'est né un peu à partir d'une frustration, si on veut, parce que je commençais à être quand même assez engagée du côté surtout afro-féministe de Montréal. Puis, je remarquais qu'il y avait plusieurs enjeux sociaux qui étaient pas vraiment adressés dans la lutte environnementale au Québec. Puis, c'était comme une période, là, mettons, en 2017-2018, c'était une période qu'il commençait à avoir... C'était une de ces vagues où est-ce qu'il recommençait à avoir de l'intérêt là, pour les enjeux environnementaux. Et je trouvais qu'il y avait vraiment un manque de parler même d'à quel point le mouvement est très peu diversifié, puis
qui sont les classes, qui sont au point en sorte qu'on est dans cette crise-là. Donc, à travers cette frustration-là, entre guillemets, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Fait que c'est là que j'ai fondé le CI pour justement là, parler davantage de ces liens-là. Quel genre de travail est-ce que le CI fait autant sur le terrain ou dans vos autres initiatives? Dans le fond, le CI ça a commencé avec deux piliers à la mission, qui est la même aujourd'hui. Donc, le premier pilier de la mission, c'est d'être une plateforme d'éducation pour vulgariser justement ces liens-là entre les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux qui sont pas normalisés comme ça. Donc, cette éducation populaire-là, elle se fait à travers les réseaux sociaux, elle se fait aussi à travers des invitations comme celle-ci, justement, où est-ce qu'on s'en invite sur des différentes plateformes pour parler de ça, et aussi beaucoup à travers soit des panels ou des ateliers que j'offre sur place, soit dans des écoles ou dans des organismes communautaires, etc. Donc ça, c'est le premier pilier là, de la mission qui prend quand même beaucoup de place dans l'œuvre de l'ECI. Puis l'autre pilier de la mission, c'est à micro-échelle de faire des initiatives, des projets qui tentent tant bien que mal de répondre à cette crise-là, justement, surtout dans un angle où est-ce que c'est de permettre de rendre accessible la nature à des communautés marginalisées et ou des alternatives de consommation. Donc, pourquoi est-ce que ça, je mets ça ensemble? C'est parce que, selon moi, souvent, avoir accès à la nature, c'est une façon d'avoir accès à des alternatives de consommation. Puis, un exemple de projet que je nomme souvent, qui vient résumer là, ce pilier-là de la mission, c'est en 2021-22, si je ne m'abuse, ou 2021 et 2020. Bref, je me souviens plus des années exactement, là, mais il y a quelques années de ça, j'ai fait une collaboration avec la ferme Les Jardins Lacou, ça s'appelle. Donc, c'est Black on farm, parce que eux autres, ils ont des légumes traditionnels. Dans la collaboration, j'ai donné gratuitement certains des paniers de légumes à des communautés, à des personnes noires et des personnes autochtones. Un peu dans une logique de permettre à ces communautés-là de reconnecter avec leur culture à travers la nourriture. Puis, en même temps, ce projet-là, on a close ce projet-là avec une visite pour justement avoir accès à la nature était lié avec l'accès à des consommations, des alternatives de consommation. Est-ce que tu as mentionné les communautés noires et autochtones qui ont bénéficié de ce projet-là? Quelles sont les barrières d'accès à la nature et au mouvement environnemental pour les communautés noires et autochtones de ton expérience? Oui, je vais commencer par parler de mon expérience. Tu sais, moi, je dis souvent que pour moi, le CI, j'essaie de toujours garder en tête l'ordonnée de 8 ans dans ce que je crée comme contenu. Parce que je me souviens que quand j'étais plus jeune, il y avait un côté de moi qui avait à cœur les enjeux environnementaux, mais j'ai rapidement eu l'impression qu'il fallait que je choisisse entre les enjeux environnementaux et les enjeux racistes que je vivais déjà à cet âge, par exemple, moi j'ai toujours eu des cheveux naturels, donc juste comment est-ce que mes cheveux étaient traités à l'école et tout. Rapidement, j'ai senti que il y avait comme un côté identitaire que je devais défendre et protéger, puis que ça pouvait pas coexister avec la défense de l'environnement parce que on parlait tellement de l'environnement comme un enjeu externe en soi. Comme quoi que c'est quelque chose dont on prend soin qui n'est pas intrinsèquement lié à notre expérience. Et même au contraire, les humains font partie du problème. Donc, quand on fait partie d'une communauté qui est vulnérabilisée, qui vit des problèmes, c'est difficile de s'approprier ce message-là, de s'approprier le message que notre vie fait partie du problème, en guillemets, parce qu'on se dit, mais j'ai même pas d'argent, j'ai à peine d'argent pour survivre. comment ça est-ce que moi-même, je fais partie de problèmes dans mon environnement? Fait que c'est pour ça que je sais que j'ai grandi en pensant souvent que, l'environnement, c'est un enjeu pour les personnes blanches, parce que c'est un enjeu de réussite, c'est un enjeu que quand t'as le temps de te poser, quand t'as la paix qu'on te traite pas d'une certaine manière, là, t'as le temps de prendre soin de quelque chose qui est extérieur à soi. Donc, moi, je pense que pour mon expérience, du moins, ça a été vraiment mon plus gros obstacle pour m'approprier, pour faire partie du mouvement de l'environnemental. Puis, je sais que pour les personnes autochtones, ce que je nomme souvent aussi, c'est que eux autres, il y a comme un peu un enjeu inverse, si on veut, dans le sens où eux autres se considèrent comme plusieurs
traditions autochtones voient vraiment comme l'environnement comme ça fait partie de leur communauté, ils font partie de l'environnement, ils sont un avec la nature, mais on tente de les séparer de leur habitat, on tente de les séparer de leur nature, de leur environnement. C'est comme leur propre moyen de vie est en danger. Tu sais, je parle souvent je donne souvent les exemples des communautés inuites, par exemple, on les accusait que leur pêche était problématique, alors que leur façon de pêcher, c'est vraiment juste à échelle collective, là. C'est vraiment juste pour survivre. Ça n'a rien à voir avec la pêche commerciale, mais c'est comme mis au même niveau. Fait que le fait de pénaliser dans leur façon de survivre, ça joue sur littéralement leur capacité d'avoir une vie comme remplie et saine. Fait que je pense que c'est pas nécessairement les mêmes mécanismes, mais il y a quand même la même vision derrière qui est de pas prendre en considération comment les communautés peuvent être impactées par leur environnement. Dans le mouvement environnemental, il y a cette façon de parler de l'environnement comme un enjeu externe aux humains, qui, selon moi, fait partie des plus gros obstacles pour que les communautés racisées, notamment, peuvent se l'approprier. Donc, tu as mentionné plus tôt que beaucoup de gens ne sont pas très informés sur le lien entre les enjeux de justice sociale et les enjeux environnementaux. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi le lien entre les deux? Oui, mais je pense que dans les liens qu'on peut faire entre enjeux environnementaux et enjeux sociaux, c'est déjà de comprendre, tu sais, c'est quoi l'environnement. L'environnement, c'est dans quel environnement, littéralement, on évolue. Puis, comment est-ce que ces cadres-là sont décidés? Donc, quand on pense à un quartier, par exemple, c'est sûr que moi, j'ai grandi à Montréal et en banlieue de Montréal, donc c'est sûr que c'est vraiment une réalité à laquelle je pense beaucoup. Mais comment est-ce qu'un quartier se construit? C'est quoi les barèmes historiques qui font en sorte qu'un quartier est construit et qui décide de quelle communauté va habiter là? Ben ça, c'est tous des enjeux qui font partie de la justice environnementale ou l'injustice environnementale plutôt, parce que ça va être les mêmes classes qui vont s'occuper de ces emplacements-là que les classes populaires qui vont faire de la pollution. Et les classes populaires, quand je parle de classes populaires, par exemple les politiciens, politiciennes, pas avoir tendance à porter la même attention, le même souci de care pour des quartiers qui sont habités par des personnes qui ont moins de pouvoir politique que des quartiers qui sont habités par des personnes, par exemple, majoritairement blanches, riches, etc. Donc, quand on pense l'environnement à travers cette lentille-là, comme plutôt que de juste penser à la nature, mais de vraiment plutôt penser à qui construit notre extérieur, qui construit notre réalité, parce que si on pense à la nourriture aussi, ça fait partie de ça. Ben, c'est là qu'on peut voir plus facilement les liens entre lutte sociale et lutte environnementale. Peut-être un autre exemple que je pourrais te donner, je sais que pendant la pandémie, la COVID, c'était un enjeu de racisme environnemental parce que les principales personnes qui étaient soignantes, il y avait comme une surreprésentation de femmes et de personnes racisées. Puis, plus on avance dans les avancées scientifiques, plus on remarque qu'il y a un lien entre la crise climatique et l'apparition de virus comme la COVID. Puis donc, on peut se demander comment est-ce que notre réponse à ces enjeux-là, les personnes qui sont les plus vulnérabilisées, c'est comme une forme d'exposition de ces communautés-là. Donc, là, je viens de réaliser, là, j'ai parlé de racisme environnemental sans le définir. Fait que je sais pas si tu veux que je le définisse, mais... Oui, vas-y. Ouais. Mais dans le fond, le racisme environnemental, c'est de remarquer que les communautés racisées, les personnes de la diversité culturelle, vont recevoir davantage de plein fouet les enjeux en lien avec la pollution, dans le fond, sans nécessairement être les personnes qui la causent. Puis souvent, quand on parle de racisme environnemental, on va penser surtout à les quartiers, justement, comme par exemple, où est-ce qu'on met les industries polluantes, on va les mettre souvent plus proches des quartiers habités. Puis moi, j'aime dire que cette partie du racisme environnemental, c'est le cœur de c'est comme ça qu'on a développé ce concept-là. Mais je pense que c'est plus grand que juste les industries polluantes, où est-ce qu'elles sont, mais que c'est aussi, justement, les personnes qui sont le plus exposées aux conséquences de l'inaction climatique. Puis, si je reviens à mon exemple de la COVID, l'inaction face à la COVID, c'est surtout les personnes migrantes qui l'ont vécu de plein fouet. Fait que, selon moi, ça fait partie un peu du même mécanisme. Donc, ça enchaîne très bien avec ma prochaine question, qui est
quelles est, selon toi, les lacunes en matière d'intersectionnalité du mouvement environnemental? Les lacunes, selon moi, du mouvement environnemental en intersectionnalité, je pense que dans le mouvement, on a encore de la difficulté à entrecroiser les questionnements de réparation historique avec justement la crise climatique. Dans le sens où, tu sais, je sais souvent quand je donne des ateliers, souvent c'est vraiment bien reçu, le contenu que je donne, mais je sais que là où il va y avoir de la difficulté vraiment à assimiler l'information, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là, puis comment qu'on le fait d'une façon que ça répond, tu sais, aux besoins de tous. Puis je pense qu'on a de la difficulté à comprendre que répondre aux besoins de tous, d'un point de vue climatique, ça passe par réparer là où il y a eu le plus de tort dans l'histoire. Je vais donner un exemple. Il y a plusieurs mouvements qui parlent de comment est-ce que Land Back, qui est un mouvement autochtone pour justement que les territoires de la couronne sont enfin redonnés à la souveraineté autochtone. Ben, tu sais, il y en a plusieurs qui parlent de comment est-ce que Land Back, ça ferait partie d'une solution climatique parce que plusieurs des communautés, leur but, c'est que si les territoires puissent rester pérennes puis puissent faire partie de la société d'une façon que ça dure jusqu'à cette génération, tu sais. Mais on dirait qu'on a de la difficulté à voir que ça serait bon pour tout le monde et pas juste les personnes autochtones. Tu sais, comme on dirait qu'on a de la difficulté à comprendre comment est-ce que réparer les torts de l'histoire, c'est pas juste pour les personnes qui ont vécu l'histoire, mais c'est pour vraiment tout le monde. Puis justement, un projet comme le projet que vous faites, dont j'ai parlé tout, je sais que des fois, ce projet-là, vu que c'est non mixte, on dirait il y a de la difficulté à comprendre comment est-ce que de faire des solutions comme ça à grande échelle aiderait tout le monde. Mais moi, j'y crois sincèrement. J'aime souvent parler en images. Là. Quand parler d'intersectionnalité, c'est comme parler d'ascenseur versus escalier. Tu sais, les escaliers, c'est pas accessible pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut monter des escaliers, alors que l'ascenseur, c'est accessible pour tous, même pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Puis c'est pas juste une solution pour les personnes à mobilité réduite. Au final, l'ascenseur, ça fait partie de la société et ça répond à un besoin pour tout le monde. Fait que je le vois un peu de la même façon quand on parle de solutions plutôt. C'est que faut comprendre qu'on a besoin de trouver des ascenseurs. On a besoin de créer des ascenseurs, là, si on reste dans l'image, pour la crise climatique, qui seront des réparations pour les communautés qui ont été blessées, qui prendront principalement en compte ces communautés-là, mais qui viendra répondre aux enjeux de tout le monde. Puis c'est ça, je pense que cette perspective-là est encore complexe là, dans le mouvement environnemental à assimiler. Parce qu'on a l'impression que ça urge, fait qu'on a besoin de faire quelque chose vite pour tout le monde, alors que selon moi, répondre aux besoins de tout le monde, c'est répondre aux torts d'abord. Je sais pas si c'est là, mais ouais. Oui, non, ça a du sens. Donc, tu as parlé plus tôt du mouvement Land Back. Donc, il y a beaucoup de personnes autochtones qui croient que la crise environnementale est due au colonialisme et au capitalisme. Donc, est-ce que selon toi, ça, c'est des idées qui sont acceptées par le mouvement environnemental? Ou est-ce que c'est encore quelque chose qui a de la difficulté à être assimilé par le mouvement environnemental? Je pense que c'est encore difficilement assimilé dans le mouvement environnemental, mais pas au même niveau. Donc, dans le sens où je pense que le capitalisme, on l'identifie vraiment mieux. On identifie mieux comment est-ce que le capitalisme fait par problème. Surtout au fil des ans, là, depuis la création de l'environnement intersectionnel, je vois comme une amélioration dans cette identification-là. Mais je pense que le colonialisme, c'est reconnu, mais on n'explique pas vraiment comment le colonialisme fait par problème. Je pense que c'est ça l'enjeu. Tu sais, le capitalisme, on nomme un peu plus comme le greenwashing fait partie du problème. Les ententes pétrolières qui sont des ententes pour générer des profits font partie du problème. Et ça, on accuse vraiment plus ces liens-là, alors que le colonialisme, c'est comme, on dit le colonialisme fait partie du problème, mais c'est comme, on rentre pas vraiment dans les mécanismes de, historiquement, comment ça fait partie du problème, et aujourd'hui, comment est-ce que ça continue d'être perpétué, tu sais, justement, dans la relation qu'on a avec les personnes autochtones, à l'échelle internationale aussi, comme, c'est sûr que, moi, j'ai de la difficulté à pas parler de ce qui se passe en Palestine, quand on parle d'enjeux autochtones, parce que c'est ça, dans le fond, tu sais, comme on comprend pas que c'est la même chose, c'est juste qu'on le vit dans le présent, tu sais. Et il y a plein de liens à faire avec la crise environnementale parce que déjà une guerre c'est hyper polluant, mais en plus les raisons derrière, tu sais, c'est ça, c'est de s'accaparer des terres pour installer un mode de vie considéré
plus moderne, mais qui dans le fond est hyper polluant, tu sais. Fait que c'est encore une fois les mêmes mécanismes qui sont moins nommés. J'ai envie de dire, si on reconnaît parfois que le colonialisme fait pas problème, on l'explique moins. Selon toi, pourquoi est-ce que le colonialisme est moins expliqué comme une cause de la crise climatique? Mais je pense que ça dérange vraiment plus, j'ai l'impression. Et justement, on le voit là, dans le traitement des personnes qui militent pour la Palestine. L'insécurité est vraiment mise à risque. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient déranger dans ce mécanisme-là davantage. Puis, tu sais, je parlais de comme le délai qu'on a dans comme reconnaître la place des réparations dans la crise climatique ou dans les solutions plutôt climatique. Ben, selon moi, ça va de pair avec le fait qu'on reconnaisse moins l'apport du colonialisme parce que on vient réparer ce qui s'est passé pendant les premières ères de colonisation. Je veux pas comme, tu sais, moi, je parle souvent de ma position en tant que personne noire, puis je parle souvent de comment est-ce que des fois la relation de personne noire avec la nature est vraiment plus frileuse, puis je nomme comment que ce qui peut être ce qui peut expliquer ça en partie, c'est parce que nous-mêmes, on a comme déjà été considérés comme de la nature exploitable à travers l'esclavage. Tu sais, c'était ça au final. On était comme au même titre que les autres animaux et tout. Fait que depuis, on dirait il y a comme quelque chose qui a été brisé, tu sais, pour plusieurs communautés noires dans notre relation avec la nature. Mais justement, si on prend pas comme le temps de réparer ça, ben c'est difficile de réparer la relation avec la nature. C'est difficile de réparer la crise climatique. Donc là, je me perds un peu dans ta question là, mais si je reviens, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est moins nommé ou moins expliqué? Je pense que c'est parce que ça vient comme chercher des douleurs historiques comme plus c'est comme mon cherche. Ça vient chercher des douleurs historiques profondes. Ouais, profondes. Ouais, j'aime ça profond. Donc, parlant de douleurs historiques, il y a beaucoup de personnes racisées qui historiquement ont été forcées d'immigrer et de venir au Canada à cause de crises climatiques causées par les désastres naturels ou la guerre ou le colonialisme dans leur pays d'origine. Et c'est encore le cas aujourd'hui où il y a beaucoup de personnes de pays majoritairement racisés qui immigrent au Canada à cause de crises climatiques causées par la guerre, le colonialisme, des désastres naturels, la crise climatique. Donc, comment est-ce que tu vois cet enjeu de migration-là dans un contexte d'environnementalisme intersectionnel? Ouais, mais ça me fait beaucoup penser à... Tu sais, moi, j'ai écrit un texte dans le recueil 11 brefs essais sur la justice climatique. Puis, un des essais, c'est écrit par Chitao, qui parle justement de l'importance décoloniser, encore une fois, nos rapports avec les frontières dans un contexte de justice climatique, parce que, justement, c'est même libérateur d'abolir les frontières pour permettre aux personnes de rentrer, personnes qui fuient, justement, des catastrophes naturelles et tout. Quand je dis que c'est même pas libérateur, dans le sens où, selon moi, c'est à peine à base, parce que on continue encore à déstabiliser ces pays-là, tu sais. Donc, je pense que je vais même pas prétendre que d'avoir des statuts pour tous, ce serait la solution finale, mais je pense que ce serait déjà une bonne base, tu sais, de déconstruire cette relation-là, parce que, justement, c'est de prendre en considération que c'est l'histoire de, je vais dire, notre pays, I guess je suis canadienne, là, mais tu sais, à différents niveaux, parce que justement, je fais partie aussi de personnes issues de l'immigration. Mais oui, c'est ça, de reconnaître que c'est le Canada qui est responsable pour beaucoup de personnes qui sont déstabilisées. Selon moi, déconstruire le rapport avec les statuts, c'est déjà juste un premier pas qui serait nécessaire, tu sais. Parce qu'au final, la vraie liberté, c'est que le Canada arrête de déstabiliser ces pays-là. Là. Comme c'est ça le but, selon moi. Mais pour revenir à ta question, je pense que dans un contexte environnemental, décolonisé, intersectionnel, ça prendrait davantage en considération la question des statuts. Parce que ça fait vraiment partie des choses qui vulnérabilisent considérablement des personnes. Tu sais, tantôt, je t'ai parlé de pendant la COVID. Ben, un autre point
que j'ai pas adressé, c'est aussi, pendant la COVID, on a vraiment pris le temps de dénoncer les statuts temporaires que le Canada utilise massivement, surtout pour la production de notre nourriture ici. Donc, il y avait vraiment cette relation-là qu'on a avec les personnes à statut précaire pour produire massivement ici, puis pour rouler notre économie sans leur offrir une véritable sécurité en retour. Puis c'est ça. Après, je sais que c'est pas tout le monde qui vient ici non plus. Dans tu sais, je dis pas que tout le monde devrait absolument rester ici si c'est pas ce qu'elle désire, mais je pense que le point principal, c'est qu'il faut qu'on facilite for sure la possibilité de rester plutôt que l'inverse qu'on est un peu en train de faire en ce moment, t'sais, pour venir répondre à la crise climatique qu'on est en train de poser. Donc, un autre point que j'aimerais toucher, c'est quelque chose que tu as mentionné un peu plus tôt dans notre entretien, c'est que le mouvement environnemental, c'est historiquement vu comme quelque chose qui est de la nature et qui est comme un peu séparé des humains. Donc, j'aimerais te poser une question sur le fait que au Québec, on a beaucoup d'espaces naturels et c'est très ancré dans la culture québécoise de profiter des espaces naturels, d'aller faire du camping, d'aller faire de la randonnée. Et que toi, tu penses que cette culture des espaces naturels au Québec, c'est intersectionnel? Je pense pas que comment c'est fait au Québec, c'est intersectionnel, mais je pense qu'il y a de la place à ce que ça le soit davantage, parce que c'est ça, quand on dit, je pense que définitivement il y a comme une relation encore trop commerciale, encore trop capitaliste avec la façon de profiter des espaces verts, qui peut faire partie des mécanismes qui excluent justement des personnes marginalisées de ces espaces verts-là. Je pense notamment à il y a un été, là, je pense que c'était en 2021 ou en 2022, où est-ce que il y avait eu un démantèlement d'abris pour personnes sans abri pour faire de la place à des sites de camping, tu sais. Fait que tu sais, il y a quand même quelque chose de très ironique là, dans ce geste-là, qui parle selon moi de comment est-ce que c'est pas encore parfait, comment est-ce qu'on veut profiter des espaces verts au Québec, parce que c'est encore fait d'une façon qui est très réglementée, très structurée. Puis effectivement, je sais pas que la réglementation, je pense que la sécurité c'est important, mais souvent cette sécurité-là, elle est prise, elle est songée d'une façon où est-ce que des personnes font partie du danger. C'est justement, il faut créer un espace sécuritaire, donc on exclut des personnes itinérantes. Il y a comme cette logique-là encore là, qui est vraiment présente dans comme les espaces verts au Québec, je trouve. Mais je vais saluer des pratiques qui veulent challenger ça, comme par exemple Routes to Roots. Parce que j'ai comme hésité parce qu'ils viennent de changer le nom. Avant c'était Hype Montreal, mais maintenant c'est rendu Routes to Roots, if I'm not mistaken. C'est une initiative fondée par une femme noire pour justement un peu réparer cette relation-là dont je te parlais plutôt des personnes noires avec la nature. Et là c'est comme de façon le plus accessible possible c'est ouvert à plusieurs personnes, mais c'est sûr que c'est principalement ciblé les personnes noires pour que ce soit le plus accessible possible. Il y a aussi plein air interculturel qui est fondé par une femme blanche Adrienne, qui s'appelle, et Jacqueline, pour Routes to Dogs. Je vais dire leur nom, tant qu'à faire. Dans le fond, plein air interculturel offre des cours de plein air, justement, été comme hiver, à prix modeste, surtout pour des personnes issues d'immigration, encore pour que ça serve justement d'outil d'intégration pour les personnes qui sont dans un nouvel environnement. Mais là, au moins, il y a comme cet outil-là qui leur permet de connaître leur nouvel environnement. Tu sais, il y a différentes initiatives du genre qui, selon moi, sont faites vraiment plus dans un angle intersectionnel. Et ça, c'est intéressant, tu sais. Je pense que profiter des espaces verts, créer cette relation-là, ça peut faire partie de la solution. Mais définitivement, ça doit être déconstruit dans la façon qu'on l'encadre. Qu'est-ce que tu crois que les décideuses et les personnes au pouvoir au Québec peuvent faire pour que l'environnement ça soit plus intersectionnel? Si j'avais le pouvoir, il faut financer davantage, à mon sens, des initiatives vertes, mais quand je dis des initiatives vertes, c'est des initiatives qui prennent en considération la cohabitation de communautés à travers leur environnement. Je pense que ça peut vraiment répondre à beaucoup d'enjeux, parce que je pense que des fois, les initiatives vertes, quand elles sont enfin prises en considération par les décideurs et décideuses politiques, ça va être fait comme juste d'un point de vue externe, par exemple. Je pense à Valérie, Valérie Plante, qui a vraiment été pionnière là, dans le déplacement
Puis je pense pas que j'ai pas une opinion fixe là-dessus, mais c'est externe aux gens, dans le sens où c'est pas rassembler des communautés à travers l'environnement. Je pense que ça devrait être plus pris en considération aussi dans ce que les décideuses décident de financer. Moi, je sais pas à quel point je peux être radicale là, dans mes réponses. Vas-y, sens-toi libre. Parce que c'est sûr que quand je dis refinancer, je veux pas, je pense à moi, j'aimerais que les décideuses prennent plus en considération le rassemblement de communautés à travers leur environnement. Puis ça, je pense que c'est vraiment une façon intersectionnelle de répondre à la fois à la crise climatique et aux enjeux sociaux, rendre accessible davantage des terrains, des jardins pour que les gens puissent se nourrir ensemble, etc. Puis se guérir ensemble et tout. Puis selon moi, ça, c'est à prioriser au-delà du financement des institutions qui font l'inverse, qui nous éloignent, comme la police. Donc, je pense qu'il y a comme un surfinancement d'initiatives qui nous éloignent, qui s'encadrent d'une façon étouffante. Pour moi, j'aimerais que les décideuses pensent plus à nous rassembler dans leurs priorités. Voilà. Et j'aimerais aussi savoir, depuis que tu as fondé l'environnement intersectionnel, est-ce que tu as remarqué un changement au niveau de l'intersectionnalité du mouvement environnemental? Pour vrai, ce que ça veut dire, c'était en 2019. Je sens que les enjeux sociaux sont plus pris en considération dans la lutte environnementale. J'aime croire que j'ai fait partie de ce mouvement-là aussi au Québec. Puis c'est ça, tu sais, j'ai fait partie du mouvement, là, genre, même à l'échelle, même au niveau canadien aussi, quand on pense au fait que il y a la loi contre le racisme environnemental qui a passé, bon là, à suivre, on va voir ce qui va se passer avec ça, mais il y a une avancée en ce sens qui me fait du bien. Après, c'est ça, je pense que il y a quelque chose dans l'application qui manque encore beaucoup. Je crois qu'on est comme rendu à reconnaître davantage les liens intersectionnels. Il y a une lacune dans la pratique. Est-ce que tu peux élaborer un peu sur ces lacunes que tu vois dans la pratique? Ben, je pense que, par exemple, la loi que je viens de nommer, tu sais, elle a été votée. Il n'y a pas encore d'encadrement sur comment est-ce que on va pénaliser les gens qui empruntent cette loi-là. Les définitions sont pas encore très claires. Après, je sais que c'est un projet nouveau aussi. Fait que ça fait partie des portes concrets sur le manque d'application plus pratique. Il y a eu beaucoup de mouvements de mobilisation civile pour la Palestine. Donc ça, je pense qu'il y a quand même ces mouvements-là qui sont intéressants, qui ont été faits pour amener de l'attention, tu sais, amener de l'attention du public envers non seulement ces enjeux-là, mais comment est-ce que tous ces enjeux-là sont interreliés. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant aussi l'utilisation des réseaux sociaux qui a été faite pour à la fois l'éducation populaire que le rassemblement, tu sais, ça fait partie des médiums utilisés pour informer les gens sur où aller avoir les manifestations, par exemple, etc. Donc ça, je trouve ça quand même intéressant. J'ai envie de dire que si je reviens aux lacunes qu'il peut y avoir parfois dans le mouvement, c'est peut-être plus par rapport à la pérennité de ces pratiques-là, justement. Je pense qu'on a eu des l'air de sonner comme si je me mets en dehors de cette observation-là. Mais je pense qu'il y a vraiment un questionnement à faire au niveau du mouvement sur comment est-ce qu'on stabilise ces pratiques-là pour que ça sorte de la réactivité. Donc, ça fait pas mal le tour de mes questions aujourd'hui. Donc, avant qu'on termine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu juges qui est important à rajouter, mais dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui? Oh, c'est sûr. Oui, je dirais... Ouais, peut-être j'ai envie de parler du rôle de l'individu parce que je pense que dans le mouvement environnemental, ça fait partie des débats beaucoup de comme c'est quoi, c'est comme dans le mouvement environnemental dit plus classique, on va souvent pointer du doigt c'est quoi les actions individuelles qu'une personne fait pour justement contrer à la crise climatique. Puis une des plus grandes critiques du mouvement environnemental classique, c'est justement cette attention-là portée aux actions individuelles. Moi, je sais que j'aime souvent parler en fait, non, j'en parle pas souvent, mais je pense souvent à comment, selon moi, c'est intéressant de se forcer, de penser à comme, quel choix qu'on peut faire à l'échelle individuelle pour faire partie d'un mouvement collectif. Tu sais, je pense qu'il y a comme cette façon-là que ça peut coexister ensemble, dans le sens où, définitivement, il n'y a aucune responsabilité individuelle qui va dépasser la responsabilité de la classe qui a du pouvoir sur l'état des lieux. À la fois, je pense que on
peut toujours choisir sa collectivité dans nos choix individuels. Puis c'est intéressant de se donner ce devoir-là, pas nécessairement à s'en donner de l'anxiété puis à plus rien manger, mais comment est-ce qu'on peut se retrouver dans nos choix quotidiens, dans nos choix collectifs. Puis ça, c'est au-delà de juste la consommation, tu sais, c'est même aussi dans l'information, où est-ce qu'on va chercher notre information, parce que je pense que à la fois, c'est intéressant l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple, pour s'informer. Je pense que c'est incomplet, tu sais, fait que je pense qu'il y a plusieurs médiums qui font partie de la solution, comme j'ai nommé le fait que je suis une artiste. Selon moi, les arts, notre façon de consommer les arts, ça fait partie de la solution aussi. Tout ça pour dire que, selon moi, c'est important. C'est intéressant de se questionner sur comment est-ce que, individuellement, on peut se choisir comme collectivité dans notre façon de consommer, dans notre façon de consommer des arts, et dans notre façon de s'informer. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup, Londonnier. Merci à toi. Avant de terminer aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez vous mobiliser pour les enjeux environnementaux en visitant sierraclub.ca. Nous avons beaucoup de pétitions, d'autres actions et des événements. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre page d'accueil pour recevoir des mises à jour régulières sur les enjeux environnementaux au Canada. Vous pouvez aussi trouver Sierra Club Canada sur les réseaux sociaux et écouter le podcast L'environnement au Canada sur Harbinger Media Network, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, YouTube et partout où vous pouvez trouver vos podcasts habituellement. Ce podcast est également diffusé sur CKUT Broadcast Radio à Montréal, au 90.3 FM, le mardi à 11h, heure de l'Est, toutes les 2 semaines. N'oubliez pas de nous suivre et de vous abonner pour recevoir le dernier épisode.